Alors pour discuter donc amplement de ce match, quel serait le pronostic pour le football égyptien? Déjà l'Égypte est dans le cadre de sa qualification au Mondial 2022, un événement sportif de la plus haute importance pour le peuple égyptien et pour les peuples de la terre, car il s'agira donc du football. Et pour avoir le plaisir donc de parler davantage de notre trajectoire, surtout de parler de cette réussite 2-1 contre le Gabon, nous avons le plaisir d'avoir à bord Hazem Eskandarani, qui est notre commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on parle donc où on en est par rapport à cette Coupe du Monde tant attendue au Qatar pour 2022, cette réussite contre le Gabon 2-1, donc elle nous propulse où dans cette question de barrage? Oui, effectivement, le match d'hier, en fin de compte, c'était justement une confirmation que l'Égypte est arrivée au deuxième tour des qualificatifs, mérités, effectivement. Et là, on a gagné hier, mais le problème, c'est effectivement que la performance de l'équipe égyptienne lors du match d'hier a commencé à poser des questions effectivement au niveau des tactiques et de la performance de l'équipe égyptienne. Donc beaucoup de gens, ils ont peur, ils n'ont pas très rassuré. Le fait que effectivement notre sélectionneur Carlos Queiroz, qui est un grand sélectionneur, qui a eu un CV très important, là vraiment on n'a pas vu tous ces points importants qui se sont reflétés sur le terrain. Le premier mi-temps hier, lors du match, était un premier mi-temps très très modeste. Ça commençait vraiment à la 4e minute avec une penalty qui était marquée par Mohamed Magdi Afsha, qui était gagné par Ahmed Yasser Ryan. Et depuis, justement, ce moment, il n'y avait rien du tout pour l'équipe égyptienne. C'était de la défense pure et dure. Rien n'était fait du tout. Et le premier mi-temps est terminé de cette façon. Au début du deuxième mi-temps, justement, jusqu'à la minute 59, justement, c'était la même continuation, le même système. C'était à cette minute-là que l'équipe du Gabon a égalisé avec l'Égypte. Dès ce moment-là, justement, il y avait des substitutions importantes. On a trouvé que le sélectionneur Queiroz, il a fait la substitution de Moussalah, qui est descendu sur le terrain, et finalement, on a commencé à trouver que l'équipe égyptienne a commencé à attaquer d'une façon sérieuse. Vraiment, au niveau de l'efficacité, ce n'était pas une efficacité qui a montré la différence entre l'équipe égyptienne et l'équipe gabonaise qu'on attendait. Avec un sélectionneur aussi important, avec une équipe pleine de stars comme l'équipe égyptienne, la performance est restée quand même un peu passive. On a attendu qu'il y ait plus d'efficacité sur le camp adversaire, de marquer plus de buts, d'avoir plus d'effet sur le camp du Gabon. Mais finalement, le deuxième but est arrivé par une erreur justement d'un des défenseurs de l'équipe gabonaise, quand Afsha a voulu passer faire un assist à Moussalah, et là le ballon a touché la jambe d'un joueur gabonais et a changé, a dévié de direction et est entré dans le camp de l'équipe gabonaise. Autrement, on a trouvé que l'équipe égyptienne n'a pas représenté du tout un danger important sur le camp du Gabon, à tel point que, bien sûr, lors de la conférence de presse après le match, la réaction de Patrice Novo, qui est le sélectionneur de l'équipe gabonaise, il n'était pas content du tout parce qu'il a trouvé que son équipe a fait tout. Et il n'a rien eu. Vous voyez, surtout après la faute. Après la faute. Ils vont le tuer. Il connaît bien le football égyptien. Vous voyez, donc de ça, on voit que vraiment la performance de l'équipe égyptienne jusqu'à présent n'est pas à la hauteur des estimations et des espoirs des Égyptiens.
Monsieur Hazem El-Skandarani, comme vous venez de le dire, cette équipe nationale égyptienne est sélectionnée à travers plusieurs clubs tout à fait différents l'un de l'autre. Donc des joueurs avec des instructions d'entraîneurs qui sont très différents. Comment est-ce qu'ils peuvent jouer en harmonie ensemble? Il faut jouer ensemble plus que ce qui était le cas avant pour l'année dernière. Vous voyez, par exemple, là, ce qu'on a reproché à Hossam El Badri, qui n'a pas joué des matchs amicaux. Et effectivement, là, c'est logique, parce que quand on voit, par exemple, dans chaque ligne de notre équipe, on voit qu'il y a des joueurs qui jouent ensemble pour la première fois. Donc, il ne faut pas qu'on commence comme ça, sans faire des matchs amicaux. On voit que, et ça c'est une raison pour laquelle on peut dire que Carlos Queiroz, il essaye de régler ce problème en faisant ça. Il profite maintenant que le résultat est terminé. L'Égypte est qualifié à la sixième place, justement, la sixième position entre les 10 qualifiés au deuxième tour. Donc là, il n'a rien à perdre, donc il faut essayer. Il faut essayer pour voir comment on peut mettre tel joueur à côté de tel joueur et le résultat sera tel, parce qu'on va faire ça. Et ainsi de suite. Essayer les joueurs ensemble. Ça, c'est une idée qui n'est pas mal du tout, qui n'est pas mauvaise, mais le fait que les joueurs ou les supporters égyptiens de l'équipe nationale, ils veulent voir vraiment leur équipe qui brille, n'ont pas la patience. Ils n'ont pas la patience pour attendre, pour voir. Il y a une deuxième opportunité, effectivement, c'est le championnat arabe à Qatar. Et tout de suite après, ça va être vraiment, les choses vont être sérieuses, puisque on va être là au Cameroun pour justement la CAN 2021. Donc on espère que justement on va voir des bons résultats lors de cette CAN. Et bien sûr, on espère qu'au mois de mars, que quoi que ce soit, l'équipe nationale qu'on va confronter, on sera capable au mois de mars de passer à la Coupe du Monde, d'être qualifié à la Coupe du Monde. Hazem, vous avez parlé quand même des niveaux sur lesquels vous n'êtes pas tellement enthousiaste. Peut-être par rapport à ce commencement, mais comment l'Égypte va-t-elle pouvoir justement accéder au chapeau 1 pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde? Qui va-t-on affronter et comment ça va se passer d'ici et jusqu'au mois de novembre 2022 pour la Coupe du Monde? Quel serait donc le proforma pour le football égyptien et les footballeurs égyptiens? Comment ça doit se passer? La chose la plus importante que la Fédération égyptienne de football doit mettre en considération, que quand Carlos Queiroz a besoin de jouer un match amical et faire un camp important pour rassembler les joueurs et pour qu'ils jouent ensemble, eh ben là, il faut que l'équipe ou la Fédération égyptienne écoute les demandes de Carlos Queiroz et que la Fédération égyptienne laisse le temps aux joueurs de l'équipe nationale de ça c'est pour la question de l'entraînement. Je parle de l'agenda. Comment on va procéder? L'agenda, oui, l'agenda. Oui, l'agenda, il y a bien sûr... Qui va-t-on rencontrer? Les joueurs locaux en Égypte. Il y a bien sûr le mois prochain le championnat arabe. Et là, on a, comme vous le savez, qui va avoir lieu à Qatar. C'est justement une répétition finale avant la Coupe du Monde à Qatar. Ça, il faut bien le mettre en considération. C'est vrai que les professionnels qui jouent dans l'équipe nationale ne sont pas là dans ce championnat, mais ça va être au moins une opportunité pour Queiroz pour essayer les joueurs locaux quand ils jouent ensemble dans des matchs sérieux. Et bien sûr, on sait bien qu'on va confronter le Liban, le Soudan, le Tchad. Donc là, ce sera des matchs amicaux importants dans la Coupe arabe. Et par la suite, ce sera une bonne préparation pour la CAN, effectivement. La CAN qui va avoir lieu au Cameroun le mois de janvier. Et on voit qu'après ça, le qualificatif au mois de mars
pour la Coupe du Monde, le dernier tour, eh ben là, ça va être vraiment un programme très chargé pour l'équipe nationale. Et c'est pour cela, justement, parce que l'année dernière, c'était dramatique pour l'équipe nationale. On n'a pas vu des rassemblements de l'équipe nationale du tout, ensemble. Et c'est ça qui a créé justement cette absence de harmonie entre les joueurs de l'équipe nationale, des joueurs qui n'ont jamais joué côte à côte ou qui n'ont jamais joué ensemble. Ça, c'est très important pour avoir le temps assez pour jouer des matchs amicaux et participer dans ces championnats d'une façon très sérieuse. Bon, Monsieur Hazem Hassan, pourquoi est-ce que durant les championnats du monde, on a l'habitude de voir certaines équipes le remporter, alors que d'autres équipes, surtout dans le monde arabe et en Afrique, elles sont très tôt écartées de cette coupe? Pourquoi, à votre avis? Non, quand on regarde les pays qui ont remporté la Coupe du Monde, ben, ce sont des pays avancés dans ce sport depuis très longtemps. Et ben là, on peut les nommer le Brésil, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, des grands pays, des grands noms au football. Même la Grande-Bretagne, l'Angleterre, qui est la terre vraiment de football, n'a gagné que la Coupe du Monde, qu'une fois. Vous voyez, donc là, ça prouve justement qu'il y a des grands noms qui gagnent la Coupe du Monde. Là, il faut d'abord, et ça c'est la chose qui est la plus commune, quand on regarde la base de pratiquants qui sont enregistrés dans la fédération locale de chaque pays. Si la base de pratiquants est large, là on peut dire que ça c'est le premier pas pour gagner la Coupe du Monde. On regarde le Brésil, le fait d'exporter justement des joueurs jouer dans les grandes ligues internationales, on voit que justement il gagne, ou l'État brésilien gagne à peu près 2 milliards de dollars tous les ans des revenus de ces joueurs qui jouent comme joueurs professionnels dans les grandes ligues comme espagnoles, anglaises, italiennes, et ainsi de suite, allemandes. Donc on voit que quand on arrive à avoir cette base de pratiquants assez large, eh ben là on peut dire qu'on est sur le bon chemin pour avoir l'espoir de gagner la Coupe du Monde. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, une fédération bien capable de créer des compétitions importantes et sérieuses. Le fait qu'on n'arrive même pas à finir la saison comme il faut, comme l'année dernière, et jouer le championnat égyptien et ne pas avoir le temps de jouer la coupe d'Égypte, ça c'est une mauvaise organisation grave. Alors tout est instable, tout est mal organisé. Il faut avoir vraiment des gens capables de mener une saison du début jusqu'à la fin d'une façon organisée. Troisièmement, il faut passer vraiment au professionnalisme. Je parle effectivement des clubs. Il faut qu'on arrive à avoir l'investissement dans le sport d'une façon normale, comme dans les grandes ligues, ligues anglaises, et ainsi de suite. On voit que chaque club est une compagnie, est une entreprise. Il faut que ce soit comme ça. Sinon, ça ne va jamais avancer. Parce qu'il y a des lois qui empêchent les clubs de créer des compagnies, ou si c'était le cas. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut que les clubs maintenant prennent sur eux et commencent à faire des entreprises de football. Et là, toujours, comment savoir investir et attirer les investissements dans ces clubs. Et comme ça va se refléter automatiquement sur le niveau des clubs. Et donc, on peut avoir à ce moment-là une équipe nationale redoutable à tous les clubs ou toutes les équipes nationales que l'équipe égyptienne peut confronter. Alors, Hazem, pour revenir à cette question de mondial 2022, déjà un mondial qui a été
qui était vraiment dans le cadre de la polémique. Il est resté quelques années dans la polémique avec des problématiques sur le lieu, donc le Qatar, et puis des questions donc, qui ont été débattues sur cette question du comment le Qatar a pu accéder. En tous les cas, la version 32 équipes, c'est l'ancienne version du mondial et je pense qu'au Qatar, à partir du 21 novembre jusqu'au 18 décembre 2022, ça sera la fin de cette version. Ils vont passer des coups de 32 équipes via 48 équipes. Parlez-nous un petit peu de l'importance. Est-ce que ça va être en faveur, justement, ça va favoriser le football dans les pays du tiers-monde, par exemple? Oui, évidemment, plus que le nombre d'équipes nationales qui jouent dans la Coupe du Monde augmente, c'est sûr que ça va augmenter la popularité du football dans le monde entier. C'est vrai qu'on voit des nations qui ont commencé à apparaître sur le plan mondial au niveau de football. Le football pour eux n'est pas vraiment un sport, le sport populaire numéro un. Comme on parle du Japon, comme on parle des États-Unis, par exemple. Beaucoup de pays comme ça, et qui ont commencé à avoir vraiment une place dans la Coupe du Monde d'une façon sérieuse aujourd'hui. Donc là, l'augmentation du nombre d'équipes, justement, participant dans la Coupe du Monde, eh ben là, c'est une chose qui est très importante, c'est vraiment vital. Le fait que Qatar n'a pas pu augmenter le nombre, c'est justement dû à... Pourquoi pas en 2022 et ça va être pour 2026? Pardon? Pourquoi ce n'est pas en 2022 la passation ou le passage aux 48 États? Est-ce que c'est une question qui concerne la chaleur, qui concerne le lieu géographique, qui concerne la pandémie de la Covid-19? Oui, effectivement, là, il n'y avait pas vraiment l'espace à Qatar pour pouvoir recevoir, justement, ou organiser un championnat, une Coupe du Monde aussi grande. Donc là, effectivement, c'était obligé de réduire le nombre d'équipes participantes dans la Coupe du Monde cette année. Mais je pense que la prochaine, ou la Coupe du Monde suivante, en 2026, toutes les chances seront là, puisque ça va être organisé sur 3 grands pays. Je parle du Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, ce sera beaucoup plus facile d'accueillir plus de nombre d'équipes nationales pour la Coupe du Monde suivante, par rapport, bien sûr, aux moyens qui se trouvent aujourd'hui à Qatar, puisque c'est un petit pays au niveau de la géographie. Et je pense que là, au niveau de l'organisation, ce ne sera pas vraiment à la hauteur si elle prend le risque de prendre plus de nombre d'équipes participantes dans la Coupe du Monde cette année. Bon, Monsieur Hazem El-Eskandarani, c'était un plaisir de vous avoir avec nous en ligne. On arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. On vous remercie pour votre intervention, bien sûr. Et on vous remercie aussi de nous avoir suivis. Et je remercie ma collègue Nawal Hadari avant de terminer. Merci Nelmine Normani, ça fait un plaisir d'être en ta compagnie et je pense qu'on va se rencontrer très bientôt. Merci à vous, à toutes et à tous. Dans quelques instants, l'information continue sur la TV internationale.